La Formule 1 est profondément touchée après l'accident mortel d'hier et la disparition donc de l'Autrichien Roland Ratzenberger. C'est Ayrton Senna qui disparaît à son tour. La voiture du pilote brésilien a été littéralement pulvérisée au cours du 7e tour. Elle a heurté à très grande allure un mur de protection. Il a fallu de longues minutes au secours pour sortir le pilote et le transporter ensuite à l'hôpital de Bologne où les médecins ont tout tenté mais sans succès. Le rappel des faits avec Jean-Michel Bello. Imola, 14h15. Comme à son habitude, Ayrton Senna, parti pour la 65e fois de sa carrière en pole position, survient alors la longue courbe de Tamburello, que Senna ne parvient pas à négocier. Le choc face au muret de sécurité est d'une violence inouïe. Dans son cockpit, Senna semble a priori inanimé, mais un léger mouvement du casque montre que le Brésilien est toujours vivant. La course est aussi vite interrompue que les secours s'organisent. Mais les minutes qui vont suivre vont être longues, très longues. Beaucoup de secouristes et médecins entourent le pilote où entre-temps un hélicoptère qui a fait son apparition ne fait que renforcer l'inquiétude pesante quant à l'état d'Ayrton Senna. Exercice médical complexe où chaque geste doit être d'une précision et d'une opportunité sans faille. Mais le Brésilien petit à petit s'enfonce vers l'irrémédiable. On apprendra peu de temps après son transfert à l'hôpital de Bologne que ses lésions, pour la plupart neurologiques et cérébrales, sont multiples et irréversibles. C'est à 18h05 que le professeur Fiandri, chef du service de réanimation de l'hôpital, annonçait la mort cérébrale d'Ayrton Senna. Cette fois, le circuit d'Imola a décidément été meurtrier. Avant-hier, donc le jeune Barrichello s'en sort miraculeusement. Hier, l'Autrichien Ratzenberger trouve la mort. Aujourd'hui, Ayrton Senna est lui aussi fauché. Yves Géniès nous explique les dangers de ce circuit maudit. Vendredi, 13h16, Rubens Barrichello sort violemment de la piste. On s'inquiète alors pour la vie du jeune Brésilien de 21 ans. Mais contrairement à nos craintes et au vu des images très impressionnantes, 24 heures plus tard, après une nuit à l'hôpital, Rubens est de retour sur le circuit et ne pense qu'à une chose, repiloter. 13h18 samedi, deuxième séance d'essai qualificative alors qu'il est lancé à 300 km/h. Roland Ratzenberger percute le mur. Sa Syntec a perdu un aileron avant. Le pilote autrichien n'a rien pu faire. C'est un choc d'une violence inouïe. Son organisme n'a pas résisté malgré les multiples tentatives des médecins. Le pilote autrichien meurt durant son transfert à l'hôpital. Malheureusement, la série continue. Aujourd'hui, le départ est donné, mais le Finlandais Gigi Lehto a calé avec sa Benetton au moment du feu vert. Une grande partie des pilotes est parvenue à l'éviter, sauf Pedro Lamy. Là aussi, le choc est d'une rare violence. 2 roues sont arrachées, s'envolent par-dessus les grillages et retombent dans la foule. On relèvera 9 blessés dans le public. La course est neutralisée, mais reprend quelques minutes plus tard, et c'est le tragique accident d'Ayrton Senna. Cette fois-ci, la course est interrompue, mais les pilotes ne sont pas informés des blessures du Brésilien. Il est 14h17, ils sont de nouveau sur la grille, un deuxième départ est donné. Ce ne sera qu'une formalité pour l'Allemand Schumacher qui remporte sa 3e victoire d'affilée. Mais vous le savez, cette année, les ravitaillements en essence ont été réintroduits en Formule 1. Les écuries pouvaient déjà changer les pneumatiques. C'est une véritable foule de mécaniciens qui envahit la piste à cet instant. Tout se passe bien jusqu'à 15h57 quand l'Italien Michele Alboreto quitte son stand et fauche 5 mécaniciens. C'est une véritable hécatombe. En fait, la roue arrière droite de la Minardi s'est desserrée. Alboreto n'a pu éviter les mécaniciens des écuries Lotus et Ferrari. Ils sont rapidement évacués, mais c'est la consternation. Le Grand Prix de San Marin a tourné au drame. 2 hommes sont morts, plusieurs autres ont été blessés. Le destin, le sort, la malchance restent des mots qui ont bien peu de signification face à cette tragédie. Et parmi ces spectateurs très émus sur le circuit d'Imola, Alain Prost, qui connaît bien sûr les risques de ce sport, lui-même sait qu'il a souvent frôlé la mort. Il a livré son témoignage alors qu'Ayrton Senna était encore en train de lutter contre la mort à l'hôpital de Bologne. Nous écoutons son témoignage. Je me demande si on peut faire un vrai bilan d'une journée comme celle-ci, parce que en réalité c'est un week-end absolument incroyable auquel on vient d'assister. 3 accidents très graves avec des conséquences pour l'instant un peu diverses. Mais un mort, un pilote qui en réchappe un peu miraculeusement, un autre qui lutte pour l'instant contre la mort ou contre des séquelles très graves.
3 accidents avec 3 ruptures mécaniques, apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les arrêts au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que la Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences. Mais on ne peut pas non plus toujours tout accepter et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés et on l'a vu encore aujourd'hui. C'est la preuve et qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2-3 personnes qui gisaient dans les stands. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer personnellement de donner le maximum d'informations parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins, ça c'est vrai. Alain, qui peut faire cet examen de conscience au nom de la Formule 1 et comment peut-on le faire? Je crois qu'il y a la vraie prise de conscience. Je l'ai pratiquement dit avant le début de la course, malheureusement. Elle est à faire de la part de tout le monde. Ça peut être sponsor, constructeur, team manager surtout, bien entendu fédération. Ce sont les premiers concernés, et même les pilotes. Parce qu'aujourd'hui, après l'accident de Senna, je pense que les pilotes auraient pu quand même essayer de montrer quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a 150 000 personnes, que c'est vrai qu'on est en Italie, que ça représente beaucoup, mais est-ce qu'un jour on ne va pas remettre le sport plus en évidence par rapport aux intérêts commerciaux? Vous avez été des rivaux de toujours, des rivaux de tout le temps. Pourtant, Senna est cloué maintenant sur un lit d'hôpital. Vous avez une pensée pour lui? Oui, vous savez, c'est pas facile pour moi parce qu'on a été rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui, il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. A special hello to our dear friend Alain. We all miss you, Alain. J'ai été lui serrer la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il était capable de prendre tous les risques pour réussir et aujourd'hui j'espère simplement, je veux dire, qu'il ne conduise plus une Formule 1, c'est pas grave, mais qu'il puisse remarcher et vivre normalement. Voilà, et donc 20 minutes après cette interview, on apprenait la mort d'Ayrton Senna. Au Brésil, la patrie d'Ayrton Senna, c'est bien sûr la stupéfaction. Ayrton Senna était là-bas immensément populaire. Nelson Piquet, lui aussi brésilien, lui aussi champion du monde, a déclaré c'est ce qui pouvait se produire de pire. C'est une perte énorme pour le sport automobile mondial et bien sûr pour le Brésil tout de suite. Les grands médias, les grandes chaînes de TV ici retransmettaient en direct le Grand Prix d'Imola et tout le monde a pu voir l'accident sans penser qu'il était aussi grave. Vous savez, Ayrton Senna est une idole au Brésil, au même titre que Pelé. Senna était un symbole, ça allait au-delà du champion du monde, c'était le symbole de la réussite. C'était un homme d'affaires qui avait construit une usine dans le quartier même où il était né et il était réellement le symbole de la réussite au Brésil. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur la mort d'Ayrton Senna, fauché à l'âge de 34 ans.